3, 2, 1... Salut à tous et surtout joyeux Noël à chacun d'entre vous. Au moment de ce tournage là, on est le 25 au matin, là je digère la bûche, la nuit a été courte et heureusement il n'y a pas eu de NBA hier soir. Mais là comme d'hab et encore plus aujourd'hui, je veux faire un merci tout particulier aux tipeurs. Pour la première fois de ma live, j'ai eu une vidéo démonétisée là mercredi, celle qui parlait de cinéma. Franchement, heureusement que vous êtes là parce que ça m'a foutu les boules un peu de bosser autant d'heures pour que tous les bénéfices soient finalement reversés à Warner Bros. Comme s'ils avaient besoin de ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la live, c'est la règle et surtout c'est de ma faute, donc je n'ai pas le droit de me plaindre. Par contre, j'ai le droit de vous faire un gros big up et de vous livrer 1000 merci pour ce soutien incroyablement nécessaire que vous m'apportez. En tout cas aujourd'hui, vu que la NBA a vraiment repris, c'est fini, les barbershops, le cinéma et la monétisation qui saute, enfin j'espère, puisqu'on va partir en mode coast to coast. Dans cette vidéo, comme souvent ces derniers temps, j'ai voulu me mouiller. Ouais, j'ai décidé de vous livrer 6 prédictions que vous pourrez inscrire en gras dans tous vos carnets. Je pense qu'après ma FAQ preview et mes pronostics pour les awards, c'est la suite logique pour anticiper au mieux cette saison. Mais là, j'ai décidé d'ajouter un peu de fun et je compte sur vous pour vous en rappeler au fur et à mesure que la saison avancera. Si à la fin de cette campagne, rien de ce que j'évoque n'a lieu, vous aurez le droit de me donner un gage que vous choisirez. Et qu'on se le dise, j'ai pas forcément envie de refaire une vidéo avec une chemise à flamme comme je l'ai fait il y a quelques mois parce que les Sixers ont pas fini dans le top 4 de la conférence Est. Du coup, j'ai pas vraiment envie non plus d'insister là-dessus, et on va arrêter tout de suite avec cette intro. C'est parti pour mes 6 prédictions concernant la saison 2020-2021 en NBA. Ma première prédiction concerne James Harden, qui selon moi arrivera aux Sixers d'ici la deadline du 25 mars. C'est pas non plus ultra fou comme prédiction vu toutes les rumeurs qu'il y a en ce moment. Ouais, c'est vrai que d'un premier abord, mon titre pourrait faire un peu putaclic, même si les rumeurs sont un peu au point mort actuellement. Mais ne vous inquiétez pas, l'idée c'est pas juste de dire des banalités, donc je vais encore aller plus loin que ces bruits de couloir. Je pense que Philadelphie arrivera à choper Harden sans lâcher Joel Embiid et sans lâcher Ben Simmons. Ça paraît fou, non? Du coup, je vais m'expliquer. Déjà, je pense que Daryl Morey, le GM, ou Doc Rivers, le coach, comptent absolument sur leur duo de jeunes stars. Même si c'est pour recevoir un MVP en échange, je ne pense pas que ça bouge cette saison, tant l'avenir des Sixers dépend du potentiel de ces deux gars. En parallèle, à Houston, le bazar est incroyable, et le barbu n'est clairement pas étranger à ça. Faut dire que le gars est arrivé en retard à la reprise après avoir violé sans aucun remords les protocoles anti-Covid mis en place par la Ligue. Forcément, il a été sanctionné, mais le pire n'est pas là. Même si Harden n'y était pour rien, sur ce coup-là, Kenyon Martin Jr. a été contrôlé positif au Covid, ou à la Covid. Je sais jamais, donc pardonnez-moi. Vu qu'il a fréquenté quelques-uns de ses coéquipiers, ensuite, ceux-là ont été considérés comme des cas contacts. Et même si tout le monde a été testé négatif, le premier match de la saison contre OKC a été repoussé pour des raisons de sécurité. On va pas le cacher, même si beaucoup essayent de faire comme si de rien n'était, dans le Texas, c'est un peu le feu à Houston. De toute façon, c'est flagrant, même si Harden ne dit rien publiquement, il semble vouloir tout mettre en place pour faire comprendre à ses dirigeants qu'il faut le transférer au plus vite. Visiblement, il a très mal vécu les départs de D'Antoni et de Morey et ne veut plus du tout jouer pour les Rockets. Là, en l'état pour moi, et ce malgré les arrivées à Houston de John Wall et de DeMarcus Cousins, cette franchise fonce droit dans le mur. La situation est toxique en tout point et il serait complètement malsain de laisser les choses s'enquister, s'éterniser. Donc à Houston, on ne le dit pas officiellement, et c'est bien logique, mais il n'y a plus vraiment le choix. Il est désormais urgent de transférer James Harden. Mais le souci, c'est que vis-à-vis des autres GM de la Ligue, les Rockets sont déjà en position de faiblesse. Qui serait prêt à lâcher une énorme contrepartie en échange d'un joueur dont le comportement est remis en question chaque jour? De ce qu'il se dit, depuis plusieurs saisons, le gars est prêt à prendre des jets n'importe quand, entre deux matchs, pour aller faire la fête à Vegas. C'est très moyen, d'autant plus quand le lendemain, tu arrives à la bourre pour ta séance de shoot. Tout ce qui sort dans les médias, là, dernièrement, n'arrange absolument en rien l'image de l'arrière. J'en suis certain, même si les dirigeants des Rockets ne laissent pas transparaître leur inquiétude pour éviter de faire encore baisser la valeur de leurs joueurs, ils s'en mordent les doigts actuellement. Je vois, c'est la crise à Houston, mais pourquoi Harden irait à Philadelphie selon toi, surtout s'il ne lâche ni Embiid ni Simmons? Eh bien pour plusieurs raisons, tu l'imagines, j'ai pas trop l'habitude de faire des prédictions complètement à l'aveugle non plus. De ce qu'on entend actuellement, les Rockets voudraient recevoir un All-Star à la place de Harden, mais qui serait capable de leur proposer ça? Tous les dirigeants de la Ligue savent que dans le Texas, ça doit bouger, alors autant être patient et attendre que les dirigeants baissent leurs exigences. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un lâcherait un All-Star pour Harden s'il y a vraiment moyen de l'avoir pour moi en attendant un peu. Et
Et le truc, c'est qu'à Philadelphie, mine de rien, il y a pas mal d'assets. Déjà Tobias Harris, qui pourrait être utilisé pour matcher les salaires. Bien sûr, son contrat est énorme, mais le joueur a quelques belles qualités, et n'est pas non plus super loin du niveau All-Star. Ça pourrait intéresser Houston de l'associer avec Wall et Cousins. Puis ensuite, il y a les jeunes, mais surtout les tours de draft que les Sixers ont accumulés ces dernières années. Alors avec un pack autour de Harris, Korkmaz, voire Tybalt et quelques pics, il y a peut-être moyen d'envisager quelque chose. De toute façon, il faut le dire, les Rockets, quel que soit leur partenaire de trade, seront perdants dans cette histoire. Et au final, s'il faut penser à l'avenir, pas certain que quelqu'un propose mieux que l'offre qu'est capable de formuler Morey. Puis je n'en doute pas aussi, je suis persuadé que le nouveau dirigeant de Philadelphie a gardé quelques bons contacts à Houston. Il y avait des rumeurs d'embrouille là dernièrement, mais visiblement tout s'est réglé. Je le vois donc bien tout mettre en place pour convaincre ses anciens collègues, ce filou. Après je vous vois venir dans les coms et j'arrive limite à anticiper ce que vont dire certains. Ouais, t'es fan des Sixers, tu rêves la bouche ouverte, Harden sans Embiid ou sans Simmons, ça n'arrivera jamais. C'est peut-être pas faux, mais moi je pense que ce qui n'arrivera jamais, à moins d'une catastrophe collective à Philadelphie, c'est une arrivée de James Harden aux Sixers en échange de Ben Simmons ou de Joel Embiid. Alors vu qu'il faut imaginer un trade du barbu et que j'ai décidé de faire mes prédictions, j'ai voulu tenter le coup. Soyons clairs, je ne suis pas un grand fan de ce que Harden met en place actuellement, et niveau attitude, je ne suis pas certain qu'il soit le meilleur modèle possible pour Embiid et Simmons. Ça m'embête. Mais au niveau de ce qu'il peut apporter sur le parquet, il n'y a pas photo. L'arrière ferait indéniablement énormément de bien à ces Sixers. Voilà pourquoi je pense que jusqu'au mois de mars, ça va négocier sec jusqu'à ce que les Rockets craquent et envoient leur franchise player en Pennsylvanie. Ma deuxième prédiction concerne les Warriors et Stephen Curry, qui, je dois le dire, m'ont plutôt déçu lors de l'ouverture de la saison face aux Nets. La défense est invisible, le collectif est bancal et Andrew Wiggins n'est toujours pas au niveau auquel je l'attends. Bon après, avec Steve Kerr au coaching, mais aussi le retour de Draymond Green, certaines choses devraient se régler avec le temps, mais il faudrait peut-être attendre un peu, parce que développer une alchimie avec tous ces nouveaux éléments, ce ne sera peut-être pas facile. Il faudra donc prôner la patience, du côté de San Francisco, il faut en être conscient. Je vois, par contre, viens-en au fait, Stephen Curry là-dedans, tu veux dire quoi sur lui ? Eh bien, je pense que dans ce marasme, Stephen Curry va être exemplaire et prendre tout le monde sur ses épaules. Le gars doit à la fois jouer un rôle de leader, d'ancien, et doit montrer la voie à tous. Il arrive sur ses 33 ans et il sait que le temps lui est compté. Avec la saison qu'il a perdue l'an dernier pour cause de blessure, il n'a plus le droit de traîner. Ce n'est pas un hasard, je pense, s'il s'est entraîné comme un fou lors de l'intersaison. Il semble fit, a pris du muscle, est en confiance et paraît tout posséder pour briller, au moins individuellement. Du coup, pour moi, ça sonne comme une évidence. À Golden State, tout ou presque passera avant tout par lui. Babyface sera amené à porter beaucoup la balle et à beaucoup scorer, mais ce n'est pas pour ça que je l'imagine évoluer en soliste. Curry est un gars intelligent qui sait très bien qu'il ne gagnera pas seul. Attendez-vous donc à le voir impliquer ses coéquipiers autant qu'il le peut également. Son pourcentage d'usage va donc gonfler et je vois bien ses chiffres atteindre des sommets. Voilà donc ma prédiction en NBA, je le vois finir dans le top 3 des points, mais aussi dans le top 3 des passes décisives en fin de saison. Je ne dis pas l'un ou l'autre, les points ou les passes, mais bel et bien les deux. Pour ça, il va falloir compiler autour de 30 points et 9 passes, ce qui quand même paraît huge de chez huge. Pour info, en carrière, Curry n'a fait qu'une seule saison au-dessus des 30 points et n'a jamais dépassé les 8 passes décisives. La tâche s'annonce donc ardue. Ah oui, tu prends des risques là. En gros, individuellement, tu t'attends à ce qu'il fasse la meilleure saison de sa carrière, c'est ça ? Tu fais bien de préciser individuellement, parce que d'un point de vue collectif, non, mais par contre, si on le regarde que lui, si on regarde que ses chiffres, yep, c'est le cas. Je pense qu'il va péter des records. Curry veut encore gagner, et pour accéder à cet objectif, il n'a pas le choix. Il doit se surpasser, d'autant plus avec l'absence de Klay Thompson. Alors le voir dans le top 3 des points et des passes, on y va, je me jette à l'eau, c'est ma deuxième prédiction. Retour à l'Est maintenant, de toute façon on fera pas mal d'allers-retours entre les deux conférences pour parler des Wizards. Je pense que l'arrivée de Russell Westbrook va leur faire passer un cap et les emmener en play-off. Déjà faisons un point, Milwaukee, Miami, Boston, Brooklyn, Philadelphie, Toronto et allez, disons même Indiana, c'est limite lock en play-off, ça fait déjà 7 places de prise. Derrière des équipes comme Orlando, Atlanta et pourquoi pas même Chicago qui pourraient s'accrocher au wagon et boum, on est déjà à 10 teams. Les 8 qui se qualifieront pour les play-offs et les 2 qui échoueront lors du play-in. Ça y est, on est complet. Ah oui, j'ai l'impression que ça ne laisse pas beaucoup de place aux Wizards. Ça c'est clair, surtout que quand je parle de play-off, je ne parle pas juste d'une qualification pour le play-in, mais bel et bien d'une place dans les 8 qualifiés finaux de la conférence Est, ça va être chaud. Mais en fait cette team je la sens bien. J'entends régulièrement dire qu'à part Bill et Westbrook, c'est le vide intersidéral dans ce roster, et je ne suis pas forcément d'accord. Déjà, ceux qui me suivent le savent, je compte beaucoup sur Davis Bertans. Je pense que le laiton va faire une saison de fou furieux derrière la ligne. L'arrivée d'un gars comme Westbrook, qui sait très bien comment attirer une défense, lui créera de vrais espaces, j'en suis
suis sûr, et le gars, malgré des restrictions de minutes, était déjà bouillant pour l'opener contre Philadelphie. Puis Bertans, on le connaît, il n'a pas besoin d'une avance de 5 mètres pour pouvoir tirer. Attendez-vous donc à ce qu'il dégaine très souvent, et pour moi il sera une pièce essentielle de ces Wizards, voire même de toute la conférence Est. En fait, à mon sens, les deux plus grosses faiblesses de cette team à première vue se situaient au poste 3 et au poste 5 avec Troy Brown Jr. et Thomas Bryant. Mais franchement, j'ai trouvé le recrutement bien senti pour combler ces failles. La draft de Deni Avdija par exemple est super intéressante. L'ancien du Maccabi est un joueur très intelligent, qui sait faire toutes les petites choses nécessaires pour aider sa team. Alors il y a des chances qu'il soit dans l'ombre un peu parfois, mais ce n'est pas pour autant qu'il sera inutile. Ce n'est pas un secret, les gars qui viennent de l'Euroleague sont souvent sous-estimés quand ils débarquent en NBA, et même si ce n'est pas une science exacte, beaucoup surprennent. Attention, je ne dis pas que Avdija deviendra forcément All-Star, par contre, par sa polyvalence, il peut être un role-player super utile dans tous les secteurs. Sa qualité de passe et sa vision de jeu fluidifieront l'attaque, tandis que son investissement des deux côtés du terrain pourrait être très précieux. Au poste de pivot aussi, comme je disais, je dois le dire, je ne suis pas hyper convaincu par le titulaire Thomas Bryant. Néanmoins, il y a eu le recrutement de Robin Lopez, alors c'est pas un coup exceptionnel non plus, mais encore une fois, c'est un move intelligent. Le mec est un dur au mal, qui saura se battre, prendre des rebonds et mettre des coups dès qu'il en aura l'occasion. C'est toujours très utile un gars comme ça, d'autant plus en doublure d'un pivot de 23 ans. Ouais, pas mal, mais quand même, il y a surtout Bill et Westbrook dans cette team. Tu en penses quoi de ce duo? Bradley Beal, je n'en parle pas trop, on connaît tous le talent qu'il a déjà pu montrer dans la capitale. Le mec est capable d'être dans les meilleurs scoreurs de la ligue en dormant, et par-dessus tout, il a montré de très bonnes qualités à la création depuis que John Wall s'est blessé. Même s'il n'a pas eu droit au précieux sésame l'an dernier, pour un manque de résultats collectifs notamment, il est un All-Star en puissance. Du coup, je vais me concentrer sur le nouveau venu, le Marsupilami. Jamais le gars n'a joué à l'Est auparavant, et je suis sûr que dans cette conférence, il peut vraiment tout péter. Son premier match à 21 points, 11 rebonds et 15 passes face aux Sixers est là pour le prouver. J'ai comme l'impression que Westbrook tient à se refaire une image, malgré sa saison en demi-teinte à Houston l'an passé. Je suis donc assez persuadé qu'il peut encore battre des records de triple-double. Maintenant, il y a un truc, c'est beau de briller individuellement et de faire des chiffres, mais si c'est dans le vent et que ça ne sert pas à gagner des matchs, ce n'est pas très utile. Tous ces éléments sont extrêmement vrais, et si vous validez ça, je vous rejoins plus que jamais. Ceci dit, j'aime la présence de Scott Brooks au coaching à Washington. Rappelez-vous, c'est lui qui a aidé Westbrook à grandir à OKC, et c'est même lui qui a coaché l'équipe du Thunder qui est allée en finale en 2012. Les deux hommes se respectent, se font confiance et ont tout à fait conscience de ce qu'il faut pour gagner. Je me dis que s'il le faut, Westbrook laissera volontiers le scoring à Bill. Lui, il s'occupera de noircir toutes les autres cases de la feuille. Donc c'est clair, avec toutes les teams que j'ai citées là tout à l'heure, il sera difficile de terminer dans les 8. Par contre, je pense que une ou deux, forcément, parmi elles décevront. Je ne sais pas lesquelles encore, mais je me dis qu'il y en aura. Alors je le répète, au vu du level présent dans le roster des Wizards, Washington, je le dis, finira dans les 8. Peut-être en passant par le play-in, mais peu importe, dans les 8. Maintenant, je ne dirais pas que ça passera un tour quand même, cette équipe manque beaucoup trop de rim protection pour ça. Donc ma prédiction s'arrêtera là-dessus, je vois les Wizards de Bradley Beal et Russell Westbrook participer aux playoffs 2021. Allez hop, on change de côte pour retourner à l'ouest. Encore un aller-retour, c'est donc ça le principe des coast to coast? À la base non, mais aujourd'hui on dirait bien que oui. Là, on va parler des New Orleans Pelicans, et plus précisément de Zion Williamson. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je pense qu'il sera All-Star dans quelques mois. Puis en fait, là-dessus, je n'ai pas l'impression qu'il faille argumenter des heures, tellement le ressenti est fort chez moi. Je pense que la clé ne sera pas vraiment le niveau de jeu, mais plutôt la santé. Alors je sais, très souvent, on entend dire que Zion Williamson n'aura pas une grande carrière en NBA à cause de son poids. Certains comparent même son potentiel futur à celui de Greg Oden, et là, perso, je trouve qu'il y a de l'abus. J'avais fait une vidéo à ce sujet déjà il y a quelques temps. En fait, beaucoup s'inquiètent des soucis que le sophomore a connus au genou l'an dernier, et je les comprends, le genou c'est souvent embêtant. Sauf que cela oublie qu'il ne s'agit pas d'un problème ligamentaire ou tendineux, il s'agit d'un souci au ménisque. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme je l'avais fait dans la vidéo à l'époque, de toute façon je ne suis pas médecin, mais ce qu'il faut retenir c'est que le ménisque a priori c'est plutôt bénin, même quand on pèse 130 kg. Un pote kiné m'a expliqué tout ça et m'a aussi montré en quoi la médecine avait fait d'énormes progrès en ce sens ces dernières années, et j'espère que Zion en profitera. Donc pour toi c'est sûr, c'est réglé, il sera en bonne santé. Oula, attends, je n'ai pas dit ça non plus, je ne suis pas aussi catégorique et je mentirais si je disais que je suis rassuré à 100%. Ce que présente Zion d'un point de vue physique et athlétique, c'est du jamais vu en NBA. J'ai failli partir dans l'abus en disant que c'était du jamais vu sur cette planète, mais je vous jure, on n'est pas loin de ça. Perso, je ne sais pas ce que ça peut donner sur la durée et sur les articulations un rhinocéros qui saute à 1 mètre de haut. Mais bon, je suis quelqu'un d'optimiste et capitaliser sur les blessures d'un gamin de 20 ans, je trouve que ce serait malsain. Donc vivons dans le meilleur des mondes où médicalement tout va bien pour tout le monde. Et là, si vous êtes honnête, vous ne pouvez qu'admettre qu'un Zion Williamson à 100% de ses moyens, ça peut envoyer du bois.
L'an dernier, lors des 24 matchs qu'il a joué, le gamin a été hyper protégé, hyper load managé, je peux comprendre. Pourtant, en 28 minutes de temps de jeu moyen, il a dépassé les 22 points et 6 rebonds, tout en shootant quasiment à 60% et en étant clutch. Zion a du talent plein les mains et une puissance phénoménale près du cercle, zone dans laquelle il est d'ores et déjà inarrêtable, en attaque comme en défense. Ajoutons à ça l'arrivée de Stan Van Gundy, en qui je crois, pour faire fonctionner l'association Ingram-Zion, et je pense qu'on est pas mal. Si Lonzo fait des progrès de son côté et que les vétérans que sont Eric Bledsoe, Steven Adams et JJ Redick apportent leur dureté, cette team pourrait gagner quelques wins. Franchement, si ça gagne ne serait-ce qu'un minimum et que Zion est bon, je pense qu'il y aura une hype de ouf autour de ces Pels. Tous les projecteurs pourraient alors être braqués sur l'ailier fort. Et ça, vous le savez, quand il est l'heure de choisir ses All-Stars, la hype et la lumière, c'est essentiel pour les fans. Vu qu'en plus le gars devrait avoir une place régulière dans les top 10 pour ses dunks ou ses contres surpuissants, je confirme ma prédiction pour cette saison 2020-2021. Je mise sur le fait que Zion Williamson sera All-Star, car en bonne santé, il présente pour moi tous les éléments nécessaires. Avant-dernière prédiction maintenant, toujours à l'ouest, elle concerne les Blazers. Je les vois purement et simplement terminer dans le top 3 de leur conférence. Après les finales de conf en 2019, l'équipe a quelque peu sombré lors de la saison dernière et a semblé surcotée aux yeux de beaucoup. Beaucoup pensent qu'ils ont déjà atteint leur plafond et j'avais déjà répondu à cette question, je peux comprendre ce sentiment. Une équipe qui fait finale de conf, tu attends beaucoup plus d'elle que de lutter jusqu'à la dernière journée pour les playoffs la saison suivante. Mais après, à la décharge des Blazers, je trouve que cette team, lors de la campagne dernière, avait de vrais manques. Sans parler de Damian Lillard qui a manqué une petite dizaine de matchs, ce qui n'aide pas, il y avait un vrai problème de profondeur je trouve, et ce malgré l'avenue de Melo. Cette équipe manquait de physique et de dureté dans la raquette, mais aussi de longueur, de qualité athlétique et de défense au périmètre, ça fait beaucoup. Puis on ne va pas le cacher, même si ça n'a pas tout compensé, le retour de Yusuf Nurkic a fait énormément de bien dans la bulle pour aider cette équipe à accrocher le wagon des playoffs. Après, avec l'éclosion de Gary Trent Jr., mais aussi un Damian Lillard sur un nuage, le passage de ces Blazers à Disney a été incroyable, ou pas loin. Qui sait même s'il n'aurait pas pu passer un tour s'il n'était pas tombé sur les Lakers dès le début des playoffs. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder non plus, parce que ça fait beaucoup de si, avec des si on coupe du bois, alors tant pis pour ces Blazers. Ils n'avaient qu'à mieux performer en saison pour obtenir un meilleur seed. Sauf que cette année est une nouvelle année, et au vu du recrutement mis en place, je compte réellement sur Portland pour faire quelque chose. Autour d'un Damian Lillard et d'un Yusuf Nurkic que je veux voir tous les deux en mode Disney, les récentes arrivées, j'en suis sûr, feront du bien. Robert Covington, Derrick Jones Jr., Harry Giles, Enes Kanter, franchement ça tue sur le papier. Et surtout je trouve ça comble exactement les manques que je listais tout à l'heure. Portland voulait de la longueur, des qualités athlétiques, de la dureté, de la défense au périmètre, avec sa recrue, l'essentiel des trous semble au moins partiellement comblé. Même si je ne fais pas des Blazers mon favori, je ne peux que dire que je suis un minimum hypé par eux. Voire presque un maximum. Bon après faudra peut-être un peu de temps pour se connaître et développer une alchimie, surtout dans ce climat particulier où le training camp a été raccourci, alors je m'attends à un début poussif. Mais en vrai sur la complémentarité et le talent pur à l'ouest, je ne vois que 3 équipes meilleures qu'eux, les Lakers, les Clippers et les Nuggets. Portland j'aimais juste derrière, avec Utah peut-être, mais vraiment devant des teams comme Phoenix, Golden State et Dallas. Oh, en énumérant toutes ces teams, je m'en rends plus compte, il va y avoir une vraie concurrence cette saison dans la conférence ouest. C'est bien pour ça que je me dis que l'une des équipes que je situe dans mon top 3 va forcément se trouer. Enfin se trouer, tout est relatif, je les vois quand même en playoff, mais peut-être qu'ils ne feront pas une saison comme tout le monde attend d'eux. Alors les Lakers, les Clippers, les Nuggets, laquelle de ces 3 teams, je ne sais pas, mais j'en vois bien l'une d'elles sortir du top 3. Les Blazers, au vu de tout ce que j'expliquais plus tôt, me semblent avoir les moyens de profiter de l'occasion pour atteindre le podium de l'Ouest. Je les en sens tout à fait capables. Voilà pourquoi ce top 3 de la conférence fait l'objet de ma 5ème prédiction. Enfin, pour aller au bout des choses, je vais parler des Nets. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les awards savent à quel point je suis hypé par Kevin Durant. Ok, il va peut-être être économisé, ok, il sera sûrement load managé, mais peu importe, le gars, de par l'échantillon qu'on a vu, semble encore à 100% de ses moyens sur un terrain. Kevin Durant, on l'aime ou on l'aime pas, mais ce qu'il propose sur le terrain, la beauté de son jeu, ça me fait baver. Maintenant, je vais être franc, je ne suis pas du tout le premier fan des Nets. Puis je dois le dire aussi, Kyrie et KD, leur personnalité un peu chelou là, je ne suis pas du tout le premier client. Mais en fait, tout ça, on s'en fout, je ne suis pas là du tout pour juger de leur attitude, et globalement, je suis plutôt optimiste en plus. Quand beaucoup parlent de potentielle explosion du vestiaire, je pense que Kyrie, comme KD, savent qu'ils sont là pour gagner. Chacun d'eux a au moins une bague et connaît les sacrifices qu'il faut mettre en place pour aller au bout. Je ne vois donc pas du tout pourquoi ces deux gars joueraient les starlets et chercheraient le bazar. Quel intérêt quand t'es à la poursuite d'une bague? D'autant plus que le coaching staff avec Steve Nash, mais aussi Mike D'Antoni, Ime Udoka, Jack Vaughn ou Amar'e Stoudemire devrait pouvoir mettre le haut là et gérer les choses de façon intelligente si ça dérape. On a tendance à ne parler que de Nash, mais la brochette d'assistants dont il dispose est quand même sacrément cool. Si on veut pas les faire en brochette, on peut bien sûr les faire cuire dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Alors je me lance. Avec un bon coaching staff, un Kyrie en mode revanchard, mais aussi un KD qui, comme Westbrook, pourrait tout péter à l'est, il y a quand même de bonnes fondations. Surtout si à ces bases on ajoute des joueurs bien solides pour faire tout le reste. Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen, Joe Harris, DeAndre Jordan, Landry Shamet, Timothé Luwawu Cabarrot, cette profondeur est d'une violence à
tous les postes il y a du monde. Et ce que j'aime, c'est que chacun de ces éléments que je viens de citer semble tout à fait capable de se fondre parfaitement dans un collectif. Maintenant, le manque de vécu collectif pourrait handicaper la team, j'en suis bien conscient. N'empêche que la saison dernière, malgré tous les aléas, aura forcément été formatrice. Même si Kyrie et KD ont loupé énormément de matchs, les deux gars ont passé pas mal de temps avec le groupe, et obligatoirement ça crée des liens, c'est plutôt positif tout ça. Puis j'ai beaucoup aimé le fait aussi que pendant cette intersaison, tout ce collectif n'explose pas pour faire venir une troisième star. À Brooklyn, mine de rien, concernant les joueurs, on mise sur la confiance et la continuité, et ça me plaît. Donc je le répète, ils ne sont clairement pas l'équipe que je vais le plus supporter, mais sur le papier, ces Nets sont peut-être l'équipe de l'Est qui pour moi a le plus de potentiel. Maintenant c'est intriguant, j'en suis conscient, et un tout petit gravier pourrait tout foutre en l'air. Mais ça m'attire ce petit côté do or die, et ça peut pousser les joueurs à se transcender encore plus, ce qui forcément serait beau à voir. Donc ouais, ma dernière prédiction est là, et je l'assume, je vois les Brooklyn Nets terminer en tête de la conférence Est à la fin de la saison 2020-2021. James Harden aux Sixers, Curry dans le top 3 de la ligue aux points et aux passes, les Wizards en playoff, Zion au All-Star Game, les Blazers dans le top 3 de la conférence Ouest, les Nets top 1 à l'Est. Voilà pour ce qui est de mes 6 prédictions pour la saison 2020-2021. Et vous, c'est quoi vos prédictions improbables? Je veux que vous m'en listiez 2 ou 3 dans les commentaires parce que de toute façon je serai sans équivoque. Il n'y a que ceux qui se seront mouillés comme moi qui auront le droit de participer au choix du gage si je fais un 0 pointé. J'espère pas quand même. Mais ne vous inquiétez pas, on fera le bilan dès la fin du bal. En attendant, je vous le rappelle, il faut absolument que vous nous rejoigniez sur la nouvelle chaîne YouTube de Basket Info. Là-bas, on bosse en équipe et on essaye de faire des sujets complémentaires à ce que je fais là, notamment des interviews. Antoine, par exemple, a pu faire une visio avec Timothée il y a pas longtemps et on en a sorti une vidéo. Je vous invite vraiment à aller mater tout ça, on y apprend beaucoup sur les coulisses en mode inside, c'est cool. Après, vous le savez, pour débattre et discuter avec la commu, c'est sur Discord, et pour suivre mon actu et mes projets au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe, mais ça, normalement, vous gérez. Puis si ce n'est pas le cas, de toute façon, il y aura toutes les infos en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, on lâche son plus beau commentaire et on pose un énorme pouce bleu. Et oui, le fameux 4 à la suite. Je vous souhaite en tout cas une nouvelle fois de très bonnes fêtes et je vous remercie pour votre soutien et pour votre écoute jusque-là. À très vite.